revoilà pour le troisième débat qui est titré Espace public, risque zéro et misère de l'art. Misère de l'art avec un point d'interrogation. On ne sait pas encore. C'est pas un débat en fait, c'est un grand témoignage et je remercie mais vraiment du fond du cœur cet immense artiste français, peut-être le plus grand artiste français vivant aujourd'hui, qui a accepté de parrainer la manifestation. Et je vous en remercie du fond du cœur, Daniel, et qui a accepté de livrer un grand témoignage comme ça sur la prise de risque artistique à travers son propre cas et sa propre carrière. Je vous présente quand même, c'est un peu ridicule de le faire, mais voilà, Daniel Buren est depuis plus de 40 ans à l'affiche des plus prestigieuses institutions culturelles mondiales, bien que vous ayez commencé dans la rue. On va en parler. À Bordeaux, les Bordelais sans doute se souviennent de cette installation sublime que fut l'installation Dominant-Dominé dans le CAPC Musée d'Art Contemporain en 1991. Donc un artiste présent dans le monde entier, mais qui a paradoxalement commencé dans la rue. Je voudrais bien très simplement, Daniel, que vous évoquiez pour nous vraiment vos tout débuts. Je crois que c'est la fin de l'année 1967. Comment ça commence dans la rue et où est la prise de risque fin 67? Dans la fin de cette année-là, après avoir travaillé toute une année avec 3 acolytes avec qui on avait formé un groupe, Mosset, Parmentier et Toroni, on a pas explosé, mais on a cessé de travailler ensemble. Et en fait, ce qui a provoqué une autre attitude de ma part, c'était la difficulté à la fois économique, particulièrement économique, mais aussi de trouver les lieux pour avoir, disons, un espace pour travailler. Et c'était depuis des années que c'était très difficile. Et je me suis posé la question de savoir si, en fin de compte, cette idée pour un artiste, pour un peintre, de travailler dans un atelier n'était pas simplement une habitude. Tout peintre cherche un atelier, travaille dedans, etc. Donc il fallait voir ce que ça voulait dire, et j'ai décidé de même plus chercher d'atelier, et donc de travailler sans atelier. Travailler sans atelier, j'allais pas me mettre ni à chanter, ni à écrire dans un coin, et je voulais toujours faire des choses dans le domaine des arts visuels. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans la ville, donc à Paris. Je suis parisien, et je me suis dit, là, j'ai un terrain extraordinaire qui s'ouvre à moi. Et j'ai commencé donc, la toute première fois, c'était en décembre 67. Et ensuite, pendant des mois et même des années, j'ai travaillé d'abord dans Paris, puis dans les villes où j'étais invité à faire d'autres choses. Et j'ai fait comme ça on peut dire des milliers de travaux sur les murs. Voilà comment ça a commencé. Donc d'abord une idée due aux contraintes économiques, et que j'ai ensuite développé pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire, parce qu'évidemment c'est pas seulement de se dire on va être dans la rue, il faut voir ce qu'on peut faire. J'allais pas me mettre à faire des tableaux ou des choses comme ça. Et la seule interruption dans le début qui a eu lieu, c'est que en mai 68, il y a donc eu les fameux événements à Paris et dans toute la France, et pas seulement. Et à ce moment-là, tout le monde s'est mis surtout dans les arts plastiques, à rêver de travailler dans la rue, de contester le musée, etc., etc. Et donc, là, j'ai arrêté, moi, de travailler dans la rue, parce que je pensais que ça allait simplement entraîner une autre confusion. Et quand tout ça s'est reposé, que très, très peu, à part quelques expériences qui ont été rapides, on fait 2-3 choses sur des panneaux publicitaires. J'ai repris ça dès à peu près octobre-novembre 68, et je l'ai développé ensuite pendant des années. Comme vous dites, vous êtes passé de l'atelier à la rue, et on comprend bien déjà à travers ces termes que ça a changé votre travail, certainement. De quelle manière et qu'avez-vous cherché à proposer tout à l'heure quand on préparait un petit peu ce débat? Vous dites, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers trucs. Alors, c'est quoi ces trucs
dans la rue. Alors, travailler évidemment sans atelier. Mais j'ai oublié de dire quand même une chose importante. On est en 2014 et j'ai toujours pas d'atelier quand même, hein. Donc, il faut adapter, il faut trouver quelque chose qui puisse effectivement se faire dans la rue. Il fallait trouver une rapidité d'exécution. Il fallait, oui, essayer de voir les possibilités. Paris est toujours, mais c'était surtout à cette époque-là, encore une ville où les affichages sauvages, presque toujours d'ailleurs de type politique, encombrer les murs tout le temps. C'est une tradition qui a plusieurs, au moins presque 200 ans. Et donc cette idée de coller des papiers sur lesquels on pouvait éventuellement faire quelque chose, moi c'était très très simple puisque j'ai fait imprimer des bandes blanches et colorées, donc colorées sur du papier blanc, me semblait être une espèce de matériau très adapté à l'utilisation des murs ou des surfaces. Donc un peu de colle et ces papiers imprimés qui permettaient aussi, vu leur dessin, de pouvoir être énormes, c'est-à-dire si on en mettait 40, on faisait un panneau de 6 mètres par 4. Si on faisait, on n'avait pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'espace, on en mettait un, on pouvait faire des lignes. Et j'ai donc expérimenté des foules de choses comme ça dans la ville. Pour aller vite aussi, j'ai commencé à le faire la nuit, pensant très simplement que ce serait plus tranquille que le jour. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que le jour, c'était encore plus facile. Et alors justement, vous dites plus tranquille, les gens réagissaient comment, les flics réagissaient comment? Pour nous, bon voilà, c'est la France de la fin, c'est même la France de pré-68. Est-ce qu'il y avait un risque? Est-ce que les gens arrachaient tout? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on verrait des bandes rayées là sur le mur, on se dirait oh mon Dieu, c'est du Buren ou c'est une copie de Buren. Mais en 67, personne ne sait ce que c'est du Buren. Les gens réagissaient comment? Les gens, d'abord, moi j'allais très très vite et je n'étais pas en train de faire des interviews. Donc la nuit, il y avait très peu de gens, de toute façon. Il y avait de temps en temps les rondes de flics. Plusieurs fois, ils m'ont gentiment, je dirais, arrêté en disant qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que ça. Et très souvent, ce qui interrompait tout, et ils rigolaient un peu sous cap, c'est que j'avais une petite voiture dans laquelle il y avait la colle et les papiers. Et ils me disaient, bon, alors montrez-nous ça et montrez-nous les slogans qui vont venir là-dessus. Et quand je leur disais, mais non, non, il n'y a pas de slogan, c'est seulement ça, ils étaient un peu interloqués. Ils disaient, bon, voilà, continuez. Ça ne nous regarde pas. Donc, en fait, je dois dire que en France et donc à Paris, au début, c'était principalement Paris, j'ai été souvent arrêté comme ça pour être questionné, mais jamais plus que ça. Jamais, jamais plus que ça. Et même après 68. Est-ce à dire alors, vous pensez que par exemple aujourd'hui, ce type d'intervention, sans juger de la qualité après intrinsèque des interventions, est plus compliqué dans l'espace public aujourd'hui qu'il y a dans les années 60 ou au début des années 70? Dans les endroits où je l'ai fait beaucoup et où on connaît un peu plus mon travail, je ne le fais plus jamais parce que ça a changé complètement. Ça changerait complètement ce que j'avais envie de faire. Et donc, je le fais encore, mais c'est des choses que je ne fais pas, par exemple, dans des lieux que j'ai expérimentés. Donc, pour vous donner un exemple concret, je ne l'ai pas. En revanche, ce que je peux voir, c'est que le nombre de panneaux d'affichage et autres assez libres qui se trouvaient absolument partout dans la ville n'existe plus. Les panneaux d'affichage publicitaires et autres maintenant sont beaucoup plus sophistiqués. Il y en a parfois même qui sont avec des glaces, parfois avec des grillages. Donc il n'y a plus cette espèce de facilité à pouvoir recouvrir des surfaces. Il y a évidemment les murs. Donc je pense que c'est évidemment toujours possible. Mais la différence, elle est là. Je pense pas. Je pense qu'on peut, dans une grande ville comme Paris,
on peut encore faire beaucoup de choses sans être trop inquiété. C'est l'impression que j'ai. Il n'y a pas une violence qui ferait que... Il suffit de voir d'ailleurs ce qui est arrivé après et qui persiste presque partout, à savoir les graffitis. Je veux dire, les graffitis, les gens les font. Et enfin, je sais qu'ils ont parfois des ennuis, Ouais. mais ça n'empêche pas de pouvoir le faire quand même. Oui, et on arrive même aujourd'hui presque au renversement de la chose, qui peut parfois paraître un peu ridicule, qui est que le graffiti se retrouve au musée ou que même l'institution muséale dresse un mur pour qu'on mette du graffiti dessus. Ça vous paraît comment ? Bah, il faudrait savoir dans quel esprit ceux qui font ça l'ont fait. Ça me semble un peu absurde, je veux dire, parce Ouais. que la liberté ou la fraîcheur qui, à mon avis, est le moteur de ce genre d'intervention est évidemment complètement remise en question si on vous construit un mur spécial à l'intérieur d'un musée pour dire allez, mettez vos graffitis, à la limite on va les garder ou on va les exposer. On est vraiment dans quelque chose qui devient beaucoup plus ambigu. Mais bon, je ne vais pas juger, Mais ça veut dire, là, on parle un peu d'esthétique, mais ça veut dire, vous pensez que l'art, quand il est dans la rue, il doit surtout pas traiter les mêmes problématiques qu'on traite dans les musées à travers l'histoire de l'art ? Bah, tout d'abord, je pense que je n'ai jamais fait ça, moi, ni en pensant, ni surtout en voulant indiquer que c'était de l'art. Ouais. Donc, il y a déjà cette distance. Le travail était proposé. D'abord, je sais qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui le voyaient, puisque j'en ai fait beaucoup, que c'était très, très visible. Mais en même temps, je ne sais pas qui l'a vu, ni ce qu'ils ont pu en penser. Je parle surtout du début de ces choses-là. Donc, dans la mesure où il n'y avait jamais de nom et jamais d'explication, ça restait un acte très, très brut, sans aucun relief, ni aucune signature. Et jamais ce n'était revendiqué comme une œuvre d'art. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, je ne le ferai plus, ou je ferai autre chose qu'on ne reconnaîtrait pas si j'avais toujours les mêmes idées. Parce que si c'est pour dire, bah, ça c'est de l'art, à mon avis, il n'y a même plus de question. Or, ce que j'essayais de faire, quand j'ai fait ça, c'était de poser des questions, ne serait-ce que d'ailleurs au niveau très simple. Qu'est-ce que sont que toutes ces images qui pullulent dans la ville, la publicité. Oui. Bon, ici, on est un peu préservé, mais oui, il y en a beaucoup. Qui était déjà tout à fait le cas dans la fin des années 60. Et quand je recouvrais entièrement une publicité avec un papier blanc et vert, par exemple, il y avait vraiment quelque chose qui se passait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'image. Et il n'y avait pas non plus quelque chose qui remplaçait, à part que l'image était bloquée, il n'y avait pas ni un slogan, ni une signature, donc il fallait faire avec. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Il y a la transgression, la transgression d'un métier, celui de peintre, d'artiste, en abandonnant l'atelier, vous l'avez dit, comme ça c'était renverser complètement le paradigme. Il y a l'idée aussi de questionner la société ou de ses pratiques et de ses images. Est-ce qu'il y avait aussi une idée de transgression de l'ordre des interdits ? Est-ce qu'il y avait un besoin aussi de confronter son aspiration finalement à ce qui était interdit pour essayer de trouver un chemin, ou pas du tout ? Il est clair que j'ai jamais demandé l'autorisation pour aller couvrir les publicités. Donc, si j'avais été pris ou repéré à ce moment-là, j'aurais sans doute eu de gros problèmes. D'ailleurs, une des toutes premières fois où je l'ai fait en dehors, c'était en Suisse, et je me suis retrouvé évidemment en prison quasiment dans les 3 heures qui suivaient. Donc, on apprend aussi que les cultures sont différentes. Ouais. Les gens ne réagissent pas pareil. Et moi, en faisant ça, je sais que j'ai appris énormément sur la façon dont la cité est construite. Des choses que j'ai appris intuitivement d'ailleurs, mais qui sont, par exemple, les panneaux publicitaires, ils ne sont pas n'importe où dans une ville. Ils donnent l'impression d'envahir tout, mais en fait, ils sont à des points stratégiques, même lorsqu'on est en dehors des centres. Oui. Etc. On en a beaucoup parlé avec, il est là parmi le public, le journaliste Jérôme Torel, qui travaille sur ces notions d'assujettissement subtil, comment votre regard est orienté dans la lignée de Michel Foucault à travers la ville. Oui, effectivement. Ah oui, complètement. Et donc ça, c'est une chose qui, en pratiquant et simplement
en travaillant là où il y a des possibilités. Ça, c'était une des plus évidentes, parce que c'est comme des panneaux. Évidemment, on peut d'ailleurs le dire, c'est un peu comme des peintures. C'est des tableaux dans la ville, très, 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 je dirais, critiquables par rapport à ce qui monte, la publicité, etc. Mais en même temps, c'est comme un panneau, c'est encadré en plus, c'est visible très fortement. Et petit à petit, on se rend compte qu'ils sont toujours à des endroits névralgiques. Ils recouvrent aussi des maisons en construction, mais ça, c'est une chose qui a un peu disparu avec le temps. Les palissades, etc., ne sont plus du tout faites pareil. Et il n'y a plus autant de surfaces couvertes qui permettaient à tout le monde de pouvoir coller des papiers, etc. Alors, et dans chaque ville, il y a des choses qui se retrouvent et des choses aussi qui sont très différentes. J'ai fait des choses comme ça en 70 à Tokyo, avec beaucoup un peu de naïveté, parce que j'ai appris après que là, c'était vraiment très dangereux. C'est une chose qui n'existait pas, comme d'ailleurs même aujourd'hui, il n'y a pas de graffiti à Tokyo. C'est très, très discipliné, c'est très propre, on ne fait pas des choses comme ça. Enfin bon, je l'ai fait et rien ne m'est arrivé. Mais c'était une façon de travailler. C'était 2 ans après plein d'expériences, par exemple à Paris, et c'était vraiment tout à fait autre chose. Donc on apprend autre chose par rapport à la ville et par rapport aux gens qui habitent cette ville. Alors, dans un deuxième temps, on voulait parler avec vous d'une chose un petit peu particulière qu'on appelle en France la... Ça va bien au niveau du micro, oui, oui. Qu'on appelle en France la commande publique, c'est-à-dire quand l'État ou quand une collectivité publique, une ville par exemple, passe commande à un artiste pour réaliser une œuvre dans l'espace public. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé à partir des années 1980. Vous avez eu une commande publique très célèbre avec les 2 plateaux au Palais Royal. Vous en pensez quoi des commandes publiques dans la mesure où elles sont elles-mêmes très contrôlées, il faut respecter des commissions de sécurité, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne fait pas. Est-ce qu'il y a encore des prises de risques possibles quand on répond à la commande publique, qu'on peut comprendre, parce que tout le monde a besoin de bouffer et tout le monde a besoin de décrocher une statuaire dans l'espace public quand on est un jeune artiste. Mais est-ce qu'il y a encore une prise de risque possible dans l'espace public ? C'est je pense, une vaste question, et en ce qui me concerne, je pense que d'abord, d'une façon très générale, l'idée de la commande publique, qui est absolument nouvelle dans le XXe siècle, ce qu'on oublie un peu vite, puisque les choses vont très vite et que ça s'est vraiment développé depuis les années 80-85, c'est une chose qui était tout à fait normale jusqu'à, disons, la première partie du 19e siècle, et qui petit à petit est tombée en désuétude et qui a finalement été complètement abandonnée. Donc, ça a occasionné plusieurs phénomènes. Le premier, je dirais, c'est que les artistes en général, alors sauf certains qui se sont spécialisés, alors c'est pas du tout péjoratif, mais enfin, la seule commande publique qui est restée un petit peu existante, pas seulement en France, mais en France en particulier, c'est les monuments aux morts. Donc voilà, oui. Il y avait des artistes qui ont fait des dizaines, des centaines de monuments aux morts. Mais la commande, disons, plus ouverte et moins précisée, a totalement abandonné. Donc ça veut dire que les artistes, en général, ont complètement perdu l'habitude de ce que ça veut dire et de ce que c'est. Ce qui explique aussi, dès le début, dans les années 80, les tâtonnements qui se sont produits quand on a remis un petit peu à l'honneur la possibilité de passer ce qu'on appelle des commandes à des artistes dans la ville. Il y a plein de choses qui devraient être dites aussi là-dessus. Quand on dit commande, c'est un mot qui a sans doute été juste au 19e siècle et qui est complètement idiot à notre époque, car il n'y a pas de commande. C'est-à-dire ? Ce qui est le plus restrictif, disons, ou le plus dirigiste, c'est de dire on va faire un concours avec 5 ou 10 personnes, 10 artistes, on va faire quelque chose ici. Et quand on dit on va faire quelque chose ici, c'est la seule commande.
On ne va pas dire, vous allez faire ici le général Lyotet qui avait fait je ne sais quoi au début Au Maroc. Au Maroc, par exemple. C'est fini. Enfin, ça, c'est des commandes qui n'existent, je veux dire, qui ne sont pas dans la lignée de la plupart des choses qui sont faites en ce moment. Nous, on a Jacques Chaban-Delmas. Nous, on a récemment. un très joli Jacques Chaban-Delmas sur la place Févallon. Je vous engage à aller voir demain matin. En termes de commande publique, on est au point. Hein. Mais quand on a fait le renouveau de la commande publique, on a aussi eu droit à des choses comme De Gaulle à Paris, au Grand Palais. Là, il y a une sculpture. Oui, oui. Donc, ça existe toujours, mais c'est très marginal. Et c'est pas comme ça que ça se présente. Donc, c'est pas des commandes, c'est plutôt des demandes. Ce qui est quand même un peu différent. Et je dirais même qui est beaucoup plus proche d'être, par exemple, invité à exposer dans une galerie ou dans un musée. Si on vous invite dans un musée ou même dans une galerie, mais le musée, disons, parce que c'est une institution, on ne va pas vous dire, voilà, il faudrait faire ci et ça. Vous êtes invité et vous faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, quand on parle d'art public, on oublie toujours que le musée est un lieu public. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il y en a beaucoup. Donc, on essaye de faire des grandes séparations sur des choses où les séparations ne sont pas tellement là où on les croit. C'est-à-dire que là, si on veut simplement aller plus loin, pourquoi appelle-t-on commande publique quelque chose qui serait dans la rue, alors que lorsqu'on invite quelqu'un dans un musée, on oublie le mot public, par exemple. Or, le musée, ça n'existe que parce que c'est une institution qui laisse rentrer le public et qui est faite pour le public. Donc la commande ou la demande, elle donne un champ, et c'est pour ça que moi j'ai tout de suite trouvé très intéressant que ça puisse être mis à l'honneur. Elle donne un champ qui fait changer les habitudes et qui transforme la façon de réfléchir normalement des artistes. Quand je dis que ça transforme la façon de réfléchir, je généralise et je vais très vite. C'est aussi parce que je ne pense pas que la commande publique, c'est de sortir une œuvre du musée puis le mettre sur la place. Ce serait d'abord presque impossible et c'est surtout pas très intéressant. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à une autre façon de faire des propositions qui sont des objets ou tout ce qu'on veut, visuels, dans l'espace public. La difficulté est d'ailleurs tout à fait différente. On peut en parler dans quelques minutes. Et cette demande, j'ajouterais qu'elle a vraiment démarré en France dans on a dit 82-85, et ça s'est étendu, on peut dire aujourd'hui, au monde entier, car cette manque d'action offert aux artistes dans l'espace public était absolument général. Il n'y en avait pas plus. Alors, sauf les choses qui parsèment le monde et qui sont la statuaire, la représentation des grands hommes. Alors là, en Chine, il y avait Mao Tse-tung partout. En Union soviétique, il y avait toutes les grandes idoles soviétiques. Mais c'était confiné à ça. Il y a donc un grand changement dans cette idée de permettre à des artistes de faire des choses qui sont, comme je l'ai dit, des choses qui ne sont pas prévues. La seule chose qui est prévue, c'est de dire on peut ouvrir cet espace à quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, à travers la commande publique, de généraliser le besoin ou la nécessité du beau, c'est-à-dire que, et donc peut-être du décoratif. Alors je sais que du joli. Il y a des critiques qui disent les commandes publiques c'est toujours joli. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace public qui ne puisse pas être traité sous le regard du beau, du joli et peut-être donc du décoratif. L'exemple concret étant évidemment le rond-point, où en France chaque rond-point a sa commande publique et alors c'est important en effet pour les artistes. Vous avez rappelé vous-même que évidemment que l'artiste a besoin à un moment ou à un autre de se nourrir tout simplement aussi pour pouvoir continuer son travail et sa recherche. Mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux d'avoir ce besoin de beau dans la ville et dans l'espace public constamment ?
Bah, si on doit choisir, je pense que c'est mieux d'avoir un besoin de beauté que de mocheté quand même, déjà. Donc, si c'est l'un ou si c'est l'autre, je dirais que cette, cette envie que la chose s'embellisse, surtout dans les villes, n'est pas forcément a priori un défaut. Maintenant, c'est des notions qui sont très délicates puisque, je veux dire, la beauté aujourd'hui, c'est quand même pas quelque chose qui est formaté. Ça peut être justement des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est très délicat. Mais je dirais que, par exemple, pour donner un exemple un petit peu plus clair de ce que je veux dire, on a l'habitude aujourd'hui, depuis quand même, disons, une bonne centaine d'années, petit à petit, l'artiste a gagné une certaine liberté, etc., qu'on connaît bien, et qui se trouve où, cette liberté? Elle se trouve dans les murs du musée. Elle se trouve ici, évidemment, chez des particuliers ou dans des galeries, mais parlons de la chose publique. Donc, dans les musées, et petit à petit, les musées d'art vivant, les artistes ont obtenu, et ça n'a pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, facile, de plus en plus de liberté, de possibilité d'être tolérés avec des choses parfois scandaleuses. Ce qui est évident, c'est qu'a priori, presque tout est possible aujourd'hui dans le musée. Même s'il y a des lieux et des moments où les choses se rétractent et le conservatisme reprend un petit peu sa force, on peut quand même se permettre dans le musée des choses assez, comment dire, même provocatrices. C'est même pas, moi, je n'aime pas du tout ce terme. Enfin, je l'aime pas. J'aime pas l'idée de provocation volontaire, dans la mesure où c'est assez facile de provoquer. Mais on peut faire quasiment ce qu'on veut. Si on reprend maintenant l'espace public, et là, c'est évidemment l'une des différences les plus extrêmes entre l'activité qui peut se faire dans le musée et l'activité qui peut se faire dans la rue, toute cette liberté, toutes ces possibilités, une grande partie sont complètement impossibles. Alors ça pose des problèmes, bien sûr. Pourquoi c'est impossible de je sais pas moi, faire une critique politique totalement explicite? Le musée va l'accepter. Oui. Je parle de la France, je parle de, disons, l'Europe de l'Ouest. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que cette espèce de liberté se resserre, devient plus difficile. Il y a plein de censure aux États-Unis pour des choses d'ordre plus ou moins, ou appelées comme telles, pornographiques et tout. Donc même ça n'est pas tout à fait aussi simple que ça a pu l'être il y a encore une vingtaine d'années. Mais dans la rue, en tout cas, c'est totalement impossible. On n'imagine pas même une chose un peu innocente et pornographique ou limite dans un espace public. Donc il y a des barrières et des impossibilités complètes qui ne peuvent pas donc s'exprimer dans l'espace public. On est donc là déjà devant quelque chose. Est-ce qu'il faut forcer tout et puis quand même le faire? C'est même pas mon problème. Et donc je crois que c'est là où faire quelque chose dans l'espace public est très, à mon avis, intéressant et en même temps extrêmement spécifique d'une certaine façon. Alors est-ce que ça, pour autant, amène le décoratif ou une volonté d'embellir ou de faire de la beauté ou autre? J'en suis même pas sûr. Si vous voulez mon point de vue, je pense que la plupart des œuvres publiques faites dans l'espace public aujourd'hui sont horribles. Mais c'est normal. Mais est-ce que c'est parce que c'est le plus petit dénominateur commun qui gagne? Bah à mon avis, il y a plein de raisons. D'abord, il y a, je pense que il suffit pas d'être artiste pour pouvoir faire quelque chose dehors. Donc déjà, il faut choisir les gens un petit peu avec un peu de sérieux vis-à-vis de cette chose. Non pas qu'on puisse faire n'importe quoi dans un musée, mais là, c'est encore plus difficile. Il y a cette chose-là. Ensuite,
ça dépend de la demande. Est-ce qu'elle est... il y a une chose qui n'existe pas dans le musée, par exemple, même si les gens du musée, quand c'est pas des... La plupart des musées ne sont pas des choses comme Beaubourg ou comme la Tate Gallery. Donc, ce ne sont pas des aéropages de conservateurs dont certains disent « j'aimerais bien qu'on fasse une exposition de Pierre ou Paul ». Et il y a quand même d'autres personnes qui vont dire « oui, c'est bien, c'est pas bien, etc. » Et ils décident. Mais ça reste très limité. La commande publique, puisque c'est le terme, c'est quand même différent. D'abord, il faut savoir que la commande publique, c'est directement lié au politique. Le musée, non. Ou quand ça l'est, c'est quand même très distant du politique. C'est vrai qu'un musée de la ville, un musée municipal, dépend de la municipalité. Mais en même temps, dans la plupart des cas, les gens qui s'occupent du musée ils font leur programme. Ils ont été invités. Si un jour, ils ont fait trop de choses que la municipalité n'aime pas, à la fin de leur contrat, ils ne seront peut-être pas renouvelés. Mais il n'y a pas une espèce de lien immédiat entre ceux qui s'occupent de ces institutions et la gouvernance de la ville. Or, l'œuvre publique, en revanche, elle est décidée par le politique. Donc, ça veut dire aussi qu'elle a déjà cette limite, elle a déjà cette implication que tout artiste ne trouve pas à chaque fois qu'il travaille. Donc, cette implication du politique va déjà définir non pas le travail qu'il faut faire, mais les restrictions qui vont se passer sur ce travail. Et puis après, sur la commande publique, il y a, je dirais, une foule d'interdictions. Et c'est au milieu de toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup même qui refusent de les faire, parce que c'est parfois absolument suffocant. Mais c'est au milieu de toutes ces choses-là qu'il faut essayer de faire des choses qui débordent un petit peu et qui ne sont pas réduites disons-le, à une certaine médiocrité, parce que s'il n'y a pas une grande force de la part de celui qui va proposer quelque chose en face de toutes ces restrictions, c'est sûr que ce qui va dominer, c'est une grande médiocrité à cause de tous ces paramètres, parce qu'en plus, ceux qui jugent, en dehors du fait qu'il y a le politique, ils sont souvent assez nombreux. Même si on appelle ça comité scientifique ou autre, c'est pas une personne ni deux qui vont décider. C'est 10, c'est 15. Et donc, ils vont choisir un projet peut-être qui est le meilleur commun dénominateur, pas forcément le meilleur. Donc voilà, c'est dit très vite et très abruptement. Là où, pour moi, c'est un champ extrêmement intéressant, mais quasiment faire une pièce qui n'est pas trop banale, c'est la quadrature du cercle. Est-ce qu'alors justement, à ce propos, on peut parler de votre dernière intervention, de ce point de vue-là, enfin marquante, quoi, que c'est du tramway. Comment avez-vous fait justement à Tours pour détourner un petit peu, ou en tous les cas pouvoir exprimer votre travail dans ce champ de contraintes dont vous parlez et créer justement une œuvre qui ne soit pas banale, puisqu'elle a été en effet particulièrement remarquée? À chaque fois, je pense que ce sont évidemment des cas particuliers. Et si je dois dire deux mots là-dessus, c'est le fait que le démarrage de tout ce travail a été fait par une équipe à Tours qui a voulu s'entourer d'une équipe, on peut dire vraiment pluridisciplinaire. Donc il y avait un historien, un géographe, des architectes, des designers, etc., et un artiste. Et c'est ce groupe qui a proposé quelque chose qui, avant que ce soit accepté, était une espèce de plan de travail, non pas pour simplement réussir le mieux possible à faire un tramway qui se balade, mais de transformer la ville dans la mesure déjà où le tramway est quelque chose qui transforme une ville. Vous êtes bien placé pour le savoir ici. Et donc, on a eu ceux qui ont accepté de travailler en amont,
ont présenté donc ce projet beaucoup plus global qui prenait en compte non seulement la ligne du tramway, mais alors il y a toujours la ligne, les stations, les choses comme ça, mais généralement ceux qui font les stations ne sont pas ceux qui font le tramway, ceux qui font le tramway ne sont pas ceux qui s'occupent des alentours, et tout ça est très séparé. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est que tout ça soit dans une perspective où chaque chose trouve sa place sans être éventuellement un peu antagoniste avec celle d'à côté. Et ce projet global qui marchait avec le tramway a été accepté comme parmi les concurrents de cette commande publique. Donc déjà ça donne tout à fait une chose différente que, par exemple, je ne connais pas encore assez bien parce que je connais bien Bordeaux, mais avant le tramway. Donc je ne sais pas comment on a travaillé ici avec des choses, par exemple avec les artistes. Mais on a eu une commande publique et il y a en fait une douzaine d'œuvres dispatchées dans la Cube. Voilà. Donc on n'en voit aucune d'ici. Il y a le Lion bleu de Xavier Veillant qui est rive droite après le pont. Donc ça, c'est la démarche généralement classique qui a été faite depuis qu'on refait des tramways en France. Il y a eu un des tout premiers, c'était Strasbourg, et puis il y a eu plein de villes, etc., Montpellier, etc. Je dois dire, toujours dit, lorsque j'ai vu ça, que c'était, à mes yeux, la manière la moins bonne de pouvoir introduire l'art vis-à-vis d'une construction comme ça. Bon bah dommage pour nous. Hein, Comment ? Dommage pour Bordeaux. Hein. Dommage pour nous alors. Dommage pour nous. Hein. Mais nous on est très contents de ce Xavier Veillant rive droite. Il plaît beaucoup. Hein. Mais voilà. Et pour une chose, je dirais très simple, c'est que si on prend là où il y a beaucoup plus de, disons, de liberté entre guillemets, qui est le musée, où il n'y a pas toutes les contraintes dont je viens de parler. Il est évident qu'il n'y a pas un seul musée où toutes les œuvres qui sont exposées sont bonnes. Ça n'existe pas. Surtout dans un musée d'art vivant, parce qu'il y a toutes les choses qui sont juste, viennent d'être faites et autres, qui ne sont pas forcément des choses qui ont autant de qualité qu'on peut le croire et qui un jour ou l'autre vont disparaître. Vous avez le même phénomène dans la ville. Le problème, c'est que la ville, il y a un côté plus permanent de l'œuvre publique. Donc elle est là, elle est en plus de ça visible par tout le monde. Elle n'est pas réservée à ceux qui vont dans les musées. De toute façon, ce que je veux dire, c'est que si vous avez 15 pièces, il y a au moins, comme dans un musée, disons 2 très belles œuvres, 3 moyennes, et tout le reste, c'est acheté à la poubelle. Donc, le résultat, et ça on l'a vu dans plusieurs villes, je ne parle pas de Bordeaux, que je ne sais même pas les effets des œuvres qu'il y a là, mais dans la plupart des villes où il y a ça, c'est l'ensemble des choses médiocres qui entraînent tout. Ce qui fait que généralement, soit les pièces sont cassées par les gens, par le public, soit c'est l'ensemble, on dit oui, bah, tous ces trucs d'art contemporain, c'est vraiment de la merde. Donc on ne fait pas vraiment quelque chose qui fait bouger positivement cette possibilité de s'habituer à des œuvres dans des lieux, dans les villes et autres, qui effectivement n'en ont pas eu, je dirais, pendant une centaine d'années. Et quand j'avais dit ça, un jour, on est venu me chercher et on m'a demandé, bon, on a compris la critique, qu'est-ce que vous faites si on vous dit, on vous donne toutes les stations. Alors il s'agissait du tramway de Mulhouse. Alors c'était un peu comme si j'étais piégé à mon propre jeu, mais j'ai relevé le défi et donc ils ont fait une chose qui était déjà, à mon avis, plus intéressante dans le concept. Il y a deux lignes importantes qui se croisent, nord-sud, est-ouest. Ils ont donné tout le nord-sud à un artiste, tout est-ouest à un autre artiste. Et il y a, du coup, je ne dis pas que c'est une réussite absolue, mais il y a une espèce d'homogénéité qui change complètement le problème. Et donc, ce qu'on a fait à Tours, c'est de pousser ça un peu plus loin, et où le travail à la fois des stations, des lignes, de l'intérieur, de l'extérieur du tramway, et de cette place
ou lieux traversés par ce tramway sont transformés par, appelons ça, des œuvres ou des objets d'art. Et bon, après ça, je ne vais pas en parler parce que j'ai fait une partie de tout ce travail, mais c'est quand même un grand travail d'équipe et je pense que ça, c'est vraiment une transformation parce qu'il y a une idée générale qui traverse toute la ville en dehors du tramway qui déjà fait la grande partie de cette traversée. Mais c'est beaucoup plus complexe et ça, les gens qui ont travaillé sur ce projet le savent, l'ont pu le comparer avec d'autres projets faits exactement pour les mêmes choses, c'est-à-dire construction de tramway, changement complet de la physionomie d'une ville. Et il faut aussi, et c'est aussi important que pour une petite place, mais là c'est gigantesque, il faut aussi que la municipalité soit complètement derrière, qu'il n'y ait pas à un moment tout à coup un hiatus et que les gens aient peur, parce qu'évidemment, quand vous construisez le tramway, c'est pire encore que de faire même une grande place dans la ville. On va gêner toute la ville pendant au minimum 1 an et demi. Donc les commerçants, les habitants, etc., partout le tramway va passer, tout est chamboulé et ils vont être pas très contents. Si le maire de la ville, la municipalité ne tient pas le coup, ça va se passer d'une façon désastreuse. Et si, parce que ce sera toujours la chose qui va être le bouc émissaire, les œuvres dites artistiques n'intéressent personne, ce sera les premières choses qui vont servir pour soit changer la municipalité, soit poser un problème vis-à-vis du tramway. Bon, le tramway, lui, à part, je crois, quelques petits incidents qui ont eu lieu dans certaines villes où il n'arrivait pas à prendre ses virages et que, évidemment, les gens n'étaient pas contents. Sinon, c'est pas le tramway qui pose le problème. Est-ce que dans une commande de cet ordre-là, comme vous dites, il y a le sentiment aussi quand même qu'on va agir pour longtemps et transformer donc la ville. C'est-à-dire que là, le geste n'est donc plus purement esthétique ou artistique. C'est-à-dire que quand même, on prend en compte aussi, non pas cette fois-ci une critique ou un regard sur la société, mais on prend en compte des usages de la ville. Ça change quand même certainement le regard d'abord de l'artiste et puis le mode de fonctionnement pour arriver à l'œuvre finale, non? C'est pour ça, encore une fois, que je suis intéressé par l'œuvre dans l'espace public parce que c'est là où, d'une certaine façon, la confrontation, d'abord, est la plus difficile. Elle n'est, je pense, jamais gagnée d'avance. Et ensuite, elle a une possibilité de transformation, je dirais, presque immédiate. Donc, c'est plus enthousiasmant. Moi, je ne suis pas du tout contre le musée, bien sûr. Et le travail dans le musée, il garde un intérêt, surtout avec la possibilité de développer les choses dans l'espace urbain. Il prend même de plus en plus à ce moment-là l'intérêt d'être un formidable laboratoire où les choses peuvent s'expérimenter, où les choses peuvent avoir une certaine envergure, peuvent avoir un développement intrinsèque. Mais l'espace public confronte tous les éléments à la fois. Moi, je pense qu'un artiste qui accepte de faire quelque chose dehors, il y a plein de choses qu'il faut régler et qui sont presque contradictoires. Il faut être assez fort pour imposer quelque chose, parce que sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une sorte de médiocrité absolue qui va gêner personne et qui généralement, justement, risque d'être choisie parce qu'elle va gêner personne. On ne va pas la voir ou c'est une image tellement banale que de toute façon, tout le monde va l'accepter. Donc, faire ça me semble pas très très intéressant. Et d'un autre côté, il faut être extrêmement humble, sinon c'est même pas la peine de tenter de faire quelque chose. Parce que justement avec, je dirais, l'habitude qui a été prise et le développement de l'ego de chaque artiste,
qui fait que si vous avez la chance d'être invité dans un musée, vous pouvez imposer à peu près ce que vous voulez. C'est fini dans la ville. Complètement impossible. Donc, il faut quasiment, dans le même moment, savoir que ce n'est pas possible et pourtant essayer de ne pas faire quelque chose qui soit limite rien. Difficile à expliquer. Non, c'est juste, je trouve un challenge incroyable, quoi. Enfin, pour l'artiste qui décide de travailler dans l'espace public aujourd'hui, hein. Je pense que c'est bien plus difficile en 2014 qu'en 1980, oui. Oui. Juste parce que ici on est dans un cadre très informel où finalement les gens passent. Je pense que ce ne seront pas les mêmes qui seront dimanche à la grande conférence que vous allez donner dans le cadre d'Agora, dans le bâtiment officiel du H14. Je pense qu'on pourrait quand même dire deux mots de ces fameuses colonnes de Buren, parce qu'elles interrogent un peu aussi nos problématiques de l'espace public. Car quand même, je me souviens que l'une des premières réflexions, lorsque la polémique a commencé à naître, une de vos premières réflexions, qui revient un petit peu d'ailleurs à ce que vous m'avez dit quand je vous ai dit c'est pas un peu dommage qu'on veuille absolument faire du beau partout, et vous m'avez dit oui, c'est quand même mieux de vouloir faire du beau que du moche. Et vous avez rappelé qu'en effet la cour du Palais Royal c'était un parking, et que quand même il valait mieux qu'un artiste y intervienne, fasse une proposition forte comme la vôtre qui permettait de repenser complètement le bâtiment et cette cour, plutôt que de la laisser à l'abandon des voitures. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur cette expérience et surtout en effet sur ce que ça vous a fait réaliser cette fois-ci fortement? Vous avez dit d'ailleurs que dans les années 60, 70, vous n'aviez finalement pas trop senti la pression des forces de police ou des forces médiatiques autour de vos interventions. Par contre, là, donc ça a été mis les fameuses colonnes de Buren. Buren, hein, l'œuvre s'appelle Les Deux Plateaux, donc c'est l'installation de Monsieur Buren dans la cour d'honneur du Palais Royal. C'est 86, et effectivement entre 70 et 86, il se passe beaucoup de choses. Enfin. En ce qui me concerne, c'est la première fois qu'on me proposait de concourir, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est un détail important, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'œuvre dans l'espace public qui ne soit pas le résultat d'un concours. Donc il ne faut pas croire que, tiens, tel type, tel président ou tel maire a choisi machin pour faire ça. C'est ça arrive, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc en fait, il y a un concours, et si vous gagnez ce concours, vous n'avez pas encore gagné le fait de faire le travail, parce que les difficultés commencent au moment où vous avez gagné. Je ne voudrais pas parler de tous les concours que j'ai gagnés qui ne se sont jamais réalisés, avec des histoires dont on n'a même pas idée quand on ne les connaît pas. Celle-ci a failli d'ailleurs, du Palais Royal, se terminer en eau de boudin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était la première fois que donc j'ai été sollicité pour proposer quelque chose et qui avait été accepté. Donc, oui, pour faire encore une comparaison, c'est aussi par rapport à une expérience, donc c'est pas non plus très objectif, mais c'est beaucoup plus difficile de faire une commande officielle d'une œuvre dans la ville que d'aller faire un travail sauvage sur les trottoirs ou là où on veut. On prend pas du tout le même genre de risque, mais en tout cas, on peut le faire. Alors, il faut peut-être s'adapter, mais on a l'exemple des centaines de personnes qui font des graffitis et autres. Ils prennent l'espace, tout le monde n'est pas vraiment d'accord, mais ils le prennent, et à leurs risques et périls. Dans la commande publique, déjà, si on avait très envie d'en faire, tant qu'on n'est pas, sollicité, c'est zéro. Tant qu'on n'a pas gagné, c'est zéro. Et quand on a gagné, ça peut être zéro. Donc c'est beaucoup plus difficile, en fait. Et au Palais Royal, moi, c'était la première fois que je faisais quelque chose, disons, officiellement. Il y a eu tout un temps où, dès que les polémiques ont commencé, elles ne m'ont pas tellement inquiété, puisque je me suis dit, j'ai gagné ce concours. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je suis protégé, je fais quelque chose d'officiel, etc. Et j'ai commencé à pouvoir essayer de sortir de ce guêpier quand j'ai compris que je n'étais pas protégé du tout. Et qu'en fait, la Vox Populi, les médias, etc., étaient à deux doigts de réussir à faire en sorte que tout ça soit éliminé.
Mais enfin, c'est toute une histoire, j'ai pas envie d'en parler. Non, non, je pense que vous en parlerez dimanche après-midi. Il y a peut-être une ou deux questions avant qu'on se quitte. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou est-ce qu'on en reste là? Non, apparemment. D'accord. Alors, écoutez, je vous remercie, Daniel Buren, pour ce grand témoignage. On va enchaîner avec un concert qui va débuter sur l'autre scène, à l'autre bout de l'esplanade. C'est Botibol. Et puis nous, on se retrouve. Le prochain débat est à 22h45. C'est un sujet très, très différent, mais très sérieux. Skateboarding is not a crime. Ce n'est pas criminel de faire du skate dans l'espace public. On va parler avec des architectes et des skaters. Une amende pour skate dans l'espace public non autorisé, c'est 60 €. Donc, it's not a crime, but can be expensive. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Merci.